de suite, la première ministre Judith Souminois a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la réforme de la fiscalité directe, marquant une étape majeure dans la modernisation du système fiscal congolais. À l'Assemblée nationale, le bureau conduit par le président Vital Kamerhe a échangé avec les caucus de députés du Grand Kasaï. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. À l'Assemblée nationale, le bureau conduit par le président Vital Kamerhe a échangé avec les caucus de députés du Grand Kasaï. Suivez. Nous étions invités par le président en tant que caucus du Grand Kasaï. Il nous a étalé tous les problèmes ou toutes les préoccupations des députés et de l'Assemblée. Et nous avons aussi réagi par rapport à tous ces problèmes. Nous allons rentrer en paix, puisque ici, il y a des problèmes ou des préoccupations des députés. Le président nous a garanti que tout va s'améliorer. Et quant aux problèmes liés aux députés, au social des députés et même des administratifs, voire nos assistants, ils vont tout régler. Mais pour les députés, nous attendons voir ce qu'il a promis. Est-ce qu'il a dit pour le faire? Nous attendons voir. Tout le monde a besoin de voir les choses changer. Nous attendons si les choses s'améliorent comme il faut. Toujours à l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale a fait le même exercice auprès des caucus de la Grande Orientale favorable à l'appel du chef de l'État pour une rentrée parlementaire apaisée. Suivez. Nous étions invités par le président en tant que caucus du Grand Kasaï. Il nous a étalé tous les problèmes ou toutes les préoccupations des députés et de l'Assemblée. Et nous avons aussi réagi par rapport à tous ces problèmes. Nous allons rentrer en paix, puisque ici, il y a des problèmes ou des préoccupations des députés. Le président nous a garanti que tout va s'améliorer. A reçu le caucus de la Grande Orientale et recevoir les différents desiderata et plaintes des députés que nous sommes pour ce qui concerne toutes nos bases, ainsi que ce qui concerne nos relations, nous, en tant que députés, avec le bureau et avec le gouvernement, et tout cela à la veille de la rentrée parlementaire qui se pointe à l'horizon. Le président a écouté les différents intervenants qui ont présenté leurs problèmes ainsi que de leurs bases respectives, et il a bien noté et a pris acte de tout ce qui a été dit par nous en tant que députés pour l'amélioration de collaboration entre nous, députés, et eux, le bureau qui nous dirige, et enfin avec le gouvernement qui constitue l'exécutif de notre République. Tout cela dans le cadre de la vision du chef de l'État qui est celui de la stabilité des institutions de la République. Écoutez, il y a un adage qui dit « Rien ne dépasse la paix ». La paix, elle est au-dessus de toute chose. La première ministre Judith Souminois a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la réforme de la fiscalité directe, marquant une étape majeure dans la modernisation du système fiscal congolais. Suivez.
Cette réforme introduit deux instruments essentiels, la création de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les revenus de personnes physiques, ainsi que l'adoption de la facture normalisée dans le but de renforcer la transparence et de faciliter la mobilisation des recettes publiques. Dans son discours, la chef du gouvernement a rappelé que le système fiscal actuel basé sur l'ordonnance loi numéro 69/009 du 2 février 1969, présente des limites majeures qui entravent le développement du pays. Cette situation, selon elle, a favorisé l'incivisme fiscal et la corruption en multipliant les interactions directes entre les fonctionnaires et les contribuables. De plus, elle a freiné la responsabilisation individuelle des citoyens dans les paiements de l'impôt et limité la capacité de la RDC à s'aligner sur les normes internationales en matière de fiscalité. La réforme vise à corriger ces déséquilibres historiques en mettant en place un système fiscal plus équitable, efficient et performant. Elle a insisté sur la nécessité pour la RDC de mobiliser efficacement ses ressources afin de financer les programmes d'action du gouvernement 2024-2028 couvrant des secteurs clés tels que la sécurité, les infrastructures et les politiques sociales. Cette conscience de l'impact d'une telle réforme sur les acteurs économiques, Judith Souminois a exhorté les ministères de Finances et la DGI à travailler en synergie avec le monde des affaires. En instaurant l'IS et l'IRPP, le gouvernement ambitionne de placer la fiscalité au service de l'équité et du développement, à l'instar des pays qui utilisent l'impôt comme levier de justice sociale et de croissance économique. Ce chantier fiscal s'inscrit dans la volonté du gouvernement souminois de moderniser les finances publiques et de bâtir un État capable de financer ses priorités grâce à une mobilisation interne de recettes. Avec cette réforme, la RDC amorce une transformation structurelle qui devrait contribuer à restaurer la confiance des citoyens et des investisseurs dans le système fiscal national. Pour sa part, le ministre des Finances a signifié dans son allocution que la loi institua l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus de personnes physiques entrera en vigueur dès le 1er janvier 2026. À présent, je voulais suivre l'adresse de la Première ministre lors du lancement de la campagne pour une fiscalité profitable à l'État et aux assujettis. Suivez. Depuis plus d'un demi-siècle, notre pays a expérimenté la taxation du revenu basée sur un système cédulaire institué par l'ordonnance loi numéro 69/009 du 10 février 1969. Relative aux impôts cédulaires sur les revenus. Ce système d'imposition, comme cela a été dit avant moi, avait pour effet de ne pas distinguer clairement entre la fiscalité des sociétés et celle des personnes physiques et de créer une disparité fiscale où deux personnes physiques disposant d'un revenu identique pouvaient être soumises à des charges fiscales différentes selon la nature de leurs revenus. Cette complexité entrave non seulement le civisme fiscal, mais facilite également la corruption en augmentant les interactions entre les fonctionnaires et les contribuables. De plus, ce système ne favorisait pas la responsabilisation individuelle des citoyens dans le paiement des impôts. Il ne permettait pas non plus à la République démocratique du Congo de se conformer aux normes internationales en vigueur dans la plupart des États, ce qui compliquait notamment la négociation des conventions fiscales visant l'élimination de la double imposition et la prévention de l'évasion fiscale en matière d'impôt sur les revenus entre les États. En vue d'y remédier, le gouvernement a engagé la réforme de la fiscalité directe avec l'instauration de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Avec la réforme de la facture normalisée, dont la généralisation a été lancée en août 2025, le gouvernement ambitionne
de rendre le système fiscal de la République démocratique du Congo plus équitable, efficient et performant. Parlons de l'Ituri, la Cour pénale internationale travaille ces jours-ci sur le cas de victimes de la barbarie de la rébellion CRP Zaïre à lieu du M23. C'est Mme Kizita Forgwe, responsable du fonds au profit des victimes, qui l'a affirmé à Bunia lors d'un tête-à-tête avec le gouverneur militaire. Suivi. C'est un véritable pas des géants vers la justice réparatrice en Ituri. Les actuelles violences orchestrées en territoire de Djougou par la milice CRP Zaïre de Thomas Lubanga alliée au M23 sont traitées par la Cour pénale internationale, a laissé entendre la responsable du programme Fonds au profit des victimes. C'est vraiment le bureau du procureur de la CPI qui s'en occupe de toute question par rapport aux perpétrateurs des crimes ou bien par rapport à tout ce qui concerne les auteurs des crimes. Je sais que la CPI est en train de faire son travail. Depuis 2024, plus de 100 000 victimes ont déjà bénéficié de reparations dans le cadre de ce programme. La CPI reste déterminée à renforcer sa présence en Ituri pour garantir que les victimes soient reconnues, entendues et réparées, a-t-elle renchéri. Mise en œuvre de nos différents projets ici en RTC, notamment pour les victimes de M. Thomas Lubanga, les victimes de M. Bosco Taganda et les autres victimes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité que nous, avec nos partenaires, faisons la mise en œuvre. Il y a une très bonne évolution, surtout pour nos projets d'assistance, où pour l'année 2024, on a eu plus de 100 000 bénéficiaires directs et indirects qui ont bénéficié de différents projets, par exemple la réhabilitation physique, la réhabilitation socio-économique, la réhabilitation psychologique ou bien la sensibilisation pour le vivre ensemble et l'éducation à la paix. Notre travail uniquement, c'est de travailler avec les victimes et de soulager leur douleur avec bien sûr nos partenaires et l'appui du gouvernement congolais. La tenue de cette séance, jugée de stratégique par l'administration militaire et la Cour pénale internationale, prouve à suffisance l'attention de la communauté internationale sur les violences commises en Ituri. Toujours dans ces mêmes chapitres, un tournant majeur vient de s'opérer dans la lutte pour la pacification de l'Ituri. 5 exilés, jusque-là membres actifs du mouvement armé Zaïre CPR, dirigé par Thomas Lubanga et alliés du M23, ont abandonné la rébellion. La déclaration a été faite devant le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama. Johnny suivait les commentaires de Naomi Katakou. La démarche de ces groupes traduit, selon plusieurs observateurs, l'impact grandissant de l'appel lancé par les commandants suprêmes des FRDC et président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un message relayé avec constance en Ituri par les gouvernants militaires, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, qui ne cesse d'insister sur la réconciliation et la cohabitation pacifique entre communautés. Parmi les 5 exilés figurent plusieurs qui n'ont pas hésité à prendre publiquement parole. Nous ici en Ituri, comme enfants, on doit se pardonner mutuellement. Ce qui se passe à Mahagi, Djougou, Irumu, Mambasa, c'est notre problème. C'est la jeunesse de l'Ituri qui cause toutes ces guerres. C'est comme ça que nous acceptons le dialogue et non verser les sangs. Anne Chantengo, quant à lui, s'est dit impressionné par les transformations visibles de la ville de Bunia sous état de siège. Et nous avons suivi l'appel du chef de l'État, que nous remercions sincèrement. Il a lancé un appel pour demander à tous les exilés de revenir ici au pays. C'est comme ça qu'à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, est revenu ici. Et lui aussi, il a martelé pour demander à tous les exilés de revenir. État de siège, un débat tranché par les ex-rebelles alors que certains acteurs locaux estiment nécessaire d'envisager une levée progressive de l'état de siège. Ces ex-membres de la CRP jugent ce débat inopportun. Ce ralliement s'ajoute à une série d'événements encourageants enregistrés ces dernières semaines. Plusieurs armes et munitions et combattants capturés ont été présentés au gouvernement militaire, résultat d'une pression militaire soutenue des FRDC, mais aussi d'un appel continu au vivre ensemble.
Parlons à présent de l'éducation. C'est ouf de soulagement pour les élèves du complexe scolaire ISCOM à Massina. Le député national Django Mvuzi, élu de la Tchangou, a doté cet établissement d'enseignement un lot important des bancs et des cartons de créer. Suivez ces reportages de Job Mawessi. Délaissé dans un état de délabrement depuis un temps relativement long, le complexe scolaire ISCOM à Massina a connu la visite du député national Django Mvuzi, élu de la circonscription de la Tchangou, venu palper du doigt les calvaires dont éprouvent les élèves pour étudier de manière confortable chaque jour qui passe. Sa visite intervient à la suite des informations reçues sur les mauvaises conditions de cet établissement éducatif, réputé de ses capacités de former les élites de demain. Lors de son arrivée, le surnommé Likofia Tchangou a été accueilli en liesse par d'une part les autorités et d'autre part les élèves. Un bon père de famille, l'honorable Django Mvuzi a amené dans sa gibecière un lot important de bancs et des boîtes de craie en attendant les plaidoyers qu'il mène auprès des autorités ayant les sous-secteurs de l'éducation nationale dans leurs attributions et aussi voir le général Kassongo Kabouik du service national. Question de trouver des solutions idoines aux problèmes qui rongent les complexes scolaires ISCOM. Mais ce que nous avons vu, c'est déplorable. Parce que nous sommes au XXe siècle, les élèves ne peuvent pas étudier dans de telles conditions. Et surtout la grande salle qui est derrière nous, vous verrez qu'on n'a pas les cloisonnements, on a mis seulement quelques triplexes. Et vous avez quand ceux de premier écrit là-bas, c'est des secondaires, il y a la cacophonie, alors on sait que les élèves ne savent pas vraiment quel est l'enseignant qu'il faut suivre maintenant. Ce n'est pas normal. Et il y a la plupart de ça des classes, il n'y a même pas de banc. Et dans un banc, il y a 6 élèves, comme nous sommes maintenant pendant la gratuité, il n'y a pas vraiment assez de motivation, les frais de fonctionnement ne viennent pas comme il faut. Alors je vais me battre pour faire la plaidoirie afin que cette école soit réhabilitée. C'est une école qui a été inaugurée en 1975 par le maréchal Mobutu. Il s'est déplacé lui-même de Mongalema, là où il était, pour venir inaugurer cette école. Alors nous ne pouvons pas observer comment l'école est en train de disparaître, ce n'est pas normal. C'est une école qui a fait la fierté de notre commune Massina. Alors c'est raison pour laquelle, en tant qu'élu d'abord de Massina et de Tchangou, natif de Massina, je veux me battre pour que cette école soit réellement réhabilitée. Voulant tout savoir sur l'état de cette école, l'honorable Django Mvuzi a visité quelques locaux ainsi que les installations sanitaires et c'est pour se faire une idée sur ce qui reste de cet établissement d'enseignement. Cet acte posé au sein des complexes scolaires ISCOM à Massina prouve la profondeur de l'amour qu'accorde les députés Django Mvuzi à sa base de la Tchangou. Autre chose à présent, placé sous l'impulsion du chef de l'État et coordonné par la chef du gouvernement Judith Suminwa Toulouka, la séance des restitutions du Troïka politique s'inscrit dans le cadre de préparatifs de la deuxième revue du programme de la FEC et PRD. Suivez. Le gouvernement a pris dans le cadre du programme, tous ces engagements-là sont en cours d'exécution et ils sont sur la bonne voie et qui devraient être remplis. Et donc, ce tableau est assez encourageant. Le seul bémol, c'est au niveau des dépenses de sécurité qui sont toujours élevées. Comme vous le savez, cela est dû à la situation d'absence de paix qui continue à l'est du pays. Cela, naturellement, a un impact sur les finances publiques. Et il y a des mesures également qui ont été prises qui impactent la situation des recettes, notamment la mesure sur la suspension de l'exportation de cobalt. Et tout ça a fait que la troïka politique a décidé de mettre en place un plan de trésorerie qui doit prendre en compte ces différentes implications, à la fois des dépenses sécuritaires et de la suspension des cobalt, les différents allégements fiscaux qui sont donnés à la douane pour préserver les pouvoirs d'achat des populations. Et donc, il faut prendre en compte toutes ces implications, prendre en considération toutes ces implications-là
pour construire un PETER réaliste qui fera l'objet de discussions avec les partenaires. Terminons ce journal en jeunesse. La ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique qui dirige, Grâce Aimé Coutinho, lance officiellement les consultations nationales dans l'objectif de faire face aux défis qui se trouve la jeunesse congolaise. Il est au micro d'Héritier Sekomi. Chers jeunes de la République démocratique du Congo, depuis ma prise de fonction, je milite pour une jeunesse plus écoutée, mieux comprise et pleinement impliquée dans le développement de notre nation. Car je suis convaincu d'une chose, un pays qui ne tient pas compte de sa jeunesse se prive d'une partie essentielle de sa force. Avec l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui considère la jeunesse comme la force vive et l'avenir de notre pays, et l'appui de son Excellence la Première ministre chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka, nous avons décidé d'écouter, puis d'agir. Et c'est pour cela que le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique initie les consultations nationales de la jeunesse congolaise sur toute l'étendue du territoire national et au-delà de nos frontières. Ces consultations se dérouleront en 2 volets complémentaires. 1. Le volet digital, à travers un formulaire en ligne, accessible à tous les jeunes ayant une connexion Internet, bien sûr. Vous y trouverez une série de questions conçues pour recueillir vos idées, vos préoccupations, mais surtout vos aspirations. En y participant, vous aurez l'opportunité de faire entendre votre voix. 2. Le volet terrain. À travers une grande tournée nationale, nous irons de province en province pour écouter directement les jeunes sur place. Cette tournée se conclura à Kinshasa, mais elle ira aussi plus loin. Nous irons en France, en Belgique, aux États-Unis, pour que même les jeunes de la diaspora puissent faire entendre leur voix. Ce journal est fini, mais avant, les rappels du titre. La première ministre Judith Suminwa a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la réforme de la fiscalité directe, marquant une étape majeure dans la modernisation du système fiscal congolais. À l'Assemblée nationale, le bureau conduit par le président Vital Kamerhe a échangé avec les caucus de députés du Grand Kasaï. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à toutes et à tous.